Roch-Marc Christian Kaboré reçoit une distinction honorifique des autorités sénégalaises. La cérémonie de décoration a eu lieu en marge de la visite d'amitié et de travail que le président du Faso effectue depuis hier à Dakar. Et depuis la capitale sénégalaise, le chef de l'État s'est prononcé sur des sujets d'actualité au Burkina Faso, à savoir la libération provisoire de Djibril Bastolé et le 30e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Dans la région du Nord, le gouvernement visite les réalisations dans les domaines de l'eau et de l'assainissement. Le ministre concerné s'est rendu précisément au barrage de Guiti dans le Yatenga et au centre de santé et de promotion sociale de Bangassé dans le Zondoma. Objectif à apprécier le niveau d'exécution des travaux entrepris sur ces deux sites et échanger avec les populations locales. En Côte d'Ivoire voisin, un avion cargo s'est écrasé ce matin dans la mer. Le crash a fait au moins 4 morts et 6 blessés. Parmi les blessés, il y a 4 soldats français. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cela dit, nous prenons la direction de la capitale sénégalaise où le président du Faso séjourne depuis hier pour une visite d'amitié et de travail. La coopération entre le Sénégal et le Burkina Faso est au beau fixe et pour davantage magnifier cette coopération, le président du Faso a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Lion. La cérémonie de décoration avec Urbain Benito Somé et Marguerite Douaniou. Le président du Faso, élevé à la dignité de la Grande Croix nationale de l'Ordre du Lion, c'est le fait marquant de ce premier jour de la visite officielle du chef de l'État burkinabé à Dakar. C'est un moment qui donne un nouveau tournant dans les relations de coopération entre le Sénégal et le Burkina Faso, une coopération qui repart sur de nouvelles bases avec des engagements forts, chaque partie affichant la volonté de s'inspirer du modèle de développement de l'autre. Il s'agira pour nous d'avoir un échange d'expériences, un échange de bonnes pratiques qui vont nous permettre certainement d'améliorer la mise en œuvre de nos différents programmes. Et c'est une coopération qui se consolide d'ores et déjà avec la séance de travail sur place qui réunit les deux ministres en charge des Affaires étrangères et qui aboutit à la signature de 3 accords sous le regard plutôt satisfait des dirigeants burkinabés et sénégalais. Des accords de coopération dans les domaines de l'éducation, la justice, mais surtout la sécurité. Et vu les défis qui sont énormes à relever dans le domaine dans la sous-région, on note la détermination du Sénégal à jouer davantage sa partition dans le combat contre le terrorisme. Nous sommes aujourd'hui présents au Mali dès le début de la crise, avant même que les Nations Unies n'interviennent. Par solidarité, nos pays avaient, à travers la MISMA, qui était une mission de soutien pour la lutte contre le terrorisme au Mali, nous avions donc volontairement envoyé à l'époque près de 600 hommes, tout comme la plupart des pays comme le Burkina Faso et le Niger. Par la suite, les Nations Unies, à travers la MINUSMA, sont venus prendre le relais et nous sommes présents avec 2 QRF, donc, qui sont des forces de réaction rapide, qui sont en train d'être déployées. La soirée s'achève par un dîner convivial organisé par Macky Sall à l'honneur de son hôte du jour et sa délégation. Le président Roch-Marc Christian Kaboré saisit la balle au bond pour inviter à son tour son homologue à une visite officielle au Burkina Faso. Et depuis Dakar, Roch-Marc Christian Kaboré s'est exprimé sur des sujets d'actualité ici au Burkina Faso, en l'occurrence le 30e anniversaire de l'assassinat du président Thomas Sankara et la liberté provisoire accordée au général Djibril Bastolé. Et c'était au cours de la conférence de presse que le président du Faso et son homologue sénégalais Macky Sall ont animé à l'issue de la séance de travail. Nous écoutons le président du Faso au micro de Urbain Benito Somé et Marguerite Douaniou. 30 ans après, la mémoire de cet homme est restée vivace au sein du peuple burkinabé parce qu'il a pu engager une vision, il a pu engager des réformes qui consistaient à faire en sorte que le Burkina Faso et l'Afrique puissent se développer en comptant sur ses propres forces. C'est vrai que, comme vous le savez, depuis 1960, beaucoup de visionnaires africains se sont battus dans ce sens
pour l'intégration africaine, pour la défense des valeurs africaines, pour l'intégrité, pour le travail. Je crois que c'est des valeurs qui traversent des âges et qui, après nous, vont continuer à inspirer des générations. Le second aspect qui concerne le général Djibril Bassolé, en tant que chef d'État, évidemment, je m'abstiens de commenter des décisions de justice. Et ce que je sais, c'est que pour l'instant, il est en résidence surveillée sous le contrôle de l'armée. Donc, de ce point de vue-là, les hypothèses qui sont développées, pour l'instant, pour moi, sont de vue de l'esprit. Sur place au Burkina Faso, nous sommes bien à la veille de la commémoration du 30e anniversaire de la mort de Thomas Sankara. À Tema-Boké, sa localité natale, un monument a été érigé en mémoire de Thomas Sankara. L'œuvre qui a été inaugurée ce samedi est une initiative du gouvernement burkinabé à travers le ministère en charge de la culture. Le reportage de Nongba Kouda et Maxime Zongo. Situé à une cinquantaine de kilomètres de Yako, province du Passoré, et à une centaine de kilomètres de Ouagadougou, Tema-Boké est la ville natale du président Thomas Sankara, le père de la révolution d'août 1983. 30 ans après sa mort, les autorités du Burkina ont décidé de lui rendre hommage ici à Boké à travers ce monument qui trône désormais non loin de sa cour, ou plutôt de ce qui en reste. C'est une grande joie pour toute la famille Sankara et tous les sankaristes du Burkina et du monde entier. Ça fait de l'honneur à la famille et aussi à tous ceux qui se sentent sankaristes. Très peu connue ou pas du tout par les jeunes générations, cette représentation va ainsi leur permettre de découvrir son image et chercher à travers les aînés à connaître sa personnalité et surtout les actions qu'il a pu poser. C'est maintenant que les gens vont commencer à s'intéresser pratiquement à la personne de Thomas Sankara en regardant le monument et en posant des questions. Je pense que ceux qui l'ont connu sont encore là, et il y en a qui l'ont connu et qui sont encore là. Ils vont répondre à toutes les questions posées par les jeunes. Fait avec du bronze, ce monument est l'œuvre du sculpteur Sidi Kiki du Burkina. 10 petites histoires de la légende Sankara, c'est le titre d'une nouvelle œuvre littéraire écrite par Guindé Bonzi. Et c'est une œuvre dans laquelle on retrouve les anecdotes sur les faits et gestes du père de la Révolution de 1983 au Burkina Faso. L'objectif principal pour l'auteur est de partager ces histoires à la jeune génération. La cérémonie de dédicace dans ce reportage de Konsun Koulibaly et Vincent Tchendrebego. 10 petites histoires de la légende Sankara, c'est le titre du nouveau livre de Guindé Bonzi. Cet ouvrage de 97 pages est un recueil d'anecdotes sur les faits et gestes du père de la révolution burkinabé de 1983 à 87. Le pont de Sankara, Sankara dans les grottes sacrées de Gawa, Sankara aux manettes d'un bulldozer, ce sont autant d'histoires racontées dans ce livre. Un livre dans lequel même les coqs ont chanté la patrie ou la mort. La légende Sankara. Une légende, ça se raconte. Or, il y a beaucoup d'histoires qui se racontent sur cet homme exceptionnel. Donc, j'ai eu l'idée de rassembler quelques-unes de ces histoires, voilà, par écrit, afin de les partager avec les autres. Sankara, la légende, révèle plusieurs aspects sémiologiques et plonge ses lecteurs dans des signes et des symboles, selon le littéraire Draman Konaté. 1987, sémiologiquement parlant, le 7 qui boucle l'année de son décès est le symbole de l'épée. Le symbole de l'épée qui est un signe ambivalent. Ça veut dire quoi? Que le 7 renvoie à l'épée qui tue. Il est mort d'une mort violente. Le 7 renvoie à ce preux chevalier qui se bat pour la justice, qui se bat pour l'équité, qui se bat pour que son peuple puisse vivre libre. 10 petites histoires de la légende Sankara est disponible en librairie au prix de 2000 francs CFA. Inspecteur de l'enseignement du premier degré, Guindé Bonzi est également auteur de souvenirs de la Révolution.
Autre point de l'actualité, avec les nouvelles de quelques partis politiques, l'Union démocratique burkinabé pour la Renaissance a effectué sa rentrée politique ce 14 octobre. Les militants de ce parti de la mouvance présidentielle se sont donné rendez-vous à s'appuyer dans le Ziro pour cette rentrée placée sous le sceau de la démocratie participative. Cette notion sera vulgarisée afin que les populations soient davantage impliquées dans la mise en œuvre du PNDES. Le reportage de Yacouba Gamene et Aimé Solange. Éveiller la conscience des populations à la base pour qu'elles prennent part à la gouvernance de la cité, c'est sous cet engagement que s'effectue la rentrée politique de l'Union démocratique burkinabé pour la Renaissance UDBR, parti de la mouvance présidentielle. D'où le choix du thème « Une réorientation démocratique, la démocratie participative est-elle un conte de fées ?» Nous retrouvons nos liens du point de vue culturel et tout ce qui s'ensuit par rapport même au fonctionnement de la démocratie participative, et nous tenons vraiment à insuffler ça sur l'étendue de notre territoire. Cette rentrée politique de l'UDBR est ponctuée par une projection cinématographique sur le thème et une communication sur le référentiel de développement présidentiel en vue d'impliquer la population dans sa mise en œuvre. Le fait qu'ils prennent part, cela va nous aider à réussir notre PNDS. Il ne faut pas écarter une partie de la population. C'est pour cette raison que nous sommes venus poser ce problème dans un élan participatif des populations. Quel impact? Il y a certains jeunes qui ont compris, puisque l'engouement déjà, ça veut dire que c'est la saison des récoltes, mais déjà les jeunes ont accepté de sortir parce qu'ils savent que le PNDS nous concerne tous et quelque part cette démocratie participative, là, on doit œuvrer à ce que ce soit une effectivité au lieu que ce soit rien que des critiques, voilà, sans apport de solution. C'est pourquoi le président du parti Philippe Cabré a invité les militants du Ziro à constituer des conseils villageois et de quartier pour mieux structurer leurs propositions et à être également des sentinelles pour aider les forces de sécurité dans la lutte contre les attaques terroristes. Du côté du Congrès pour la démocratie et le progrès, les anciens se sont réunis en Assemblée générale ce samedi à Ouagadougou. À l'ordre du jour, la contribution des anciens du CDP pour l'éveil de la jeune génération et la relance de ce parti. Cette Assemblée générale fait suite à la rentrée politique du CDP intervenue le 30 septembre dernier. Rasmani Sundi, Nathalie Sawadgo, Nabaloum. Les anciens du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP se mobilisent autour de la question de la jeunesse du parti. L'enjeu ici, c'est la relance du parti et son maintien sur l'échiquier politique. Et au cours de cette assemblée générale, il sera question de peaufiner de sages conseils pour la jeune génération engagée dans la promotion des idéaux du parti. Nous pensons que les anciens qui ne peuvent pas être présents à toutes les rencontres, à tous les mouvements, peuvent tout de même, sur chaque sujet posé, sur chaque problème posé, avoir un point de vue, avoir des conseils fort utiles pour ceux qui sont au devant des affaires. L'insécurité, la vie chère sont entre autres problèmes soulevés à cette Assemblée générale. Et pour ces sages du CDP, le développement durable passe nécessairement par une stabilité du pays, gage d'une cohésion sociale et d'une paix. C'est pourquoi ils en appellent au gouvernement à une réconciliation nationale sans occulter les questions de vérité et de justice. Au moment où le pays connaît des soubresauts avec des attaques répétées, des assassinats à longueur de journée, l'ancien pense que le pays doit se retrouver entre tous ses fils et que tout le monde a une partition à jouer. Que ce n'est pas le moment de pointer du doigt une partie, certaines franges pour leur jeter la balle. Nous pensons que c'est dans la synergie d'action que l'on peut résoudre les problèmes de ce pays-là. Synergie d'action, ces anciens y tiennent fortement. Un attachement matérialisé ici par des prières pour un apaisement des tensions politiques et sociales au Burkina Faso.
Autre point de l'actualité, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement était sur le terrain les 12 et 13 octobre dernier dans la région du Nord. Il s'est rendu précisément au barrage de Guiti dans le Yatenga et au centre de santé et de promotion sociale de Bangassé dans le Zondoma. Objectif à apprécier le niveau d'exécution des travaux entrepris par le gouvernement sur ces deux sites. On fait le point avec Irénée Kabouré et Herman Nestor Toui. Nyuga Ambroise Ouedraogo sur les berges du barrage de Guiti dans le Yatenga. Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement est venu constater l'état de finition de l'infrastructure qui a connu un grand retard dans son exécution. Il y a eu un problème qui s'est posé, à savoir que la finalisation de ce barrage allait entraîner l'inondation de la route nationale numéro 15. Il y a eu aussi à un moment donné un problème de budget. Tous ces phénomènes ensemble, nous pouvons justifier le temps qui a été mis donc, depuis mai 2009 au 30 juin 2017 pour la réception provisoire. D'une capacité de 44 millions de mètres cubes, la réalisation de ce barrage constitue un soulagement pour la population ainsi que pour les visiteurs du jour. C'est vraiment une grande étape que nous avons atteinte dans l'objectif global qui a guidé à la construction de ce barrage. Parce que vous savez, dans notre pays, tous les barrages sont à usage multiple. Le plan d'eau, la quantité d'eau de plus de 40 millions de mètres cubes qui se retrouve derrière la digue va servir à tout. Même si on creuse quelques mètres, on peut avoir l'eau là. Pour construire, c'est facile. Et pour travailler, toutes les choses qu'on doit travailler avec l'eau là, c'est facile. Même pour faire des jardinages. Bangassé dans le Zondoma. Ici, au centre de santé et de promotion sociale, l'ordre du jour a apprécié le niveau d'exécution des 2 blocs de latrines financés par l'UNICEF. Nous étions vraiment dans le besoin. On n'était qu'une seule force qu'on en avait pour la maternité et pour le dispensaire. Elle est la bienvenue et nous en ferons bon usage. Cela permettra aussi d'éviter beaucoup d'infections comme les ISC. Le ministre Ambroise Ouedraogo a aussi mis à profit son séjour pour s'enquérir des préoccupations des populations ainsi que de ses services déconcentrés du Nord. De la région du Nord, nous mettons le cap sur la région du plateau central pour une visite sur le bas-fond risicole de Gandemtenga. Ce bas-fond est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs de la région par les acteurs du projet riz pluvial et les responsables des services de l'agriculture. Les autorités régionales et les responsables du projet riz pluvial sont allés féliciter les producteurs et recueillir leurs doléances. Adama Giti et Tanga Kafando. La gouverneure de la région du plateau central donne ici le top de départ pour la moisson au bas-fond risicole de Gandemtenga dans la commune de Dapelogo. Le bas-fond est l'un des meilleurs de la région et la première responsable est venue féliciter les membres du groupement des 103 producteurs qui l'exploitent. Ce sont des producteurs modèles qui ont su en tout cas appliquer les bonnes pratiques enseignées par eux, par les services techniques, et puis qui sont également un exemple en termes de remboursement des fonds de roulement. Vous savez que toute la problématique se trouve à ce niveau. Lorsqu'on finance des producteurs, on les aide, il faut bien que les fonds de roulement puissent être récupérés, remboursés par les producteurs eux-mêmes. Et en la matière, ce groupement dans la commune de Dapelogo est un modèle. D'une superficie de 30 hectares, le bas-fond risicole de Gandemtenga est une réalisation du projet riz pluvial et la représentation du projet apprécie la prouesse des producteurs malgré les caprices pluviométriques de la présente campagne. Il faut dire que ce bas-fond a déjà reçu un prix les années antérieures et cette année encore, l'initiative a encore lancé. Donc je pense qu'au niveau de la direction régionale, là, ils s'attellent en tout cas à publier les résultats. Occasion faisant le larron, les producteurs ont saisi l'opportunité pour exposer des doléances. En tout cas, il est ressorti un peu le besoin en tout cas d'avoir des prix maraîchers, notamment pour pouvoir diversifier un peu les revenus et notamment les prix pour pratiquer notamment le maraîchage en contre-saison. Il est ressorti aussi un besoin en magasin. Des doléances qui seront examinées chacun à son niveau ont rassuré les responsables de la région et la représentation du projet riz pluvial.
Voilà, une bonne partie du riz produit sur le bas-fond de Gandemtenga servira certainement à approvisionner les cantines scolaires au Burkina Faso. En la matière, un partenariat est scellé entre l'Union nationale des producteurs de riz et le ministère de l'Éducation nationale. Déjà, au cours de l'année scolaire écoulée, 9000 tonnes de riz ont été livrées aux cantines scolaires dans le cadre de ce partenariat. Les deux parties se sont retrouvées au cours d'un atelier à Ouagadougou pour un bilan et pour de nouvelles perspectives. Adama Ilboudo, Zubavier David Dabiri. Après une année d'approvisionnement des cantines scolaires en riz et niébé, l'Union nationale des producteurs de riz du Burkina fait le bilan de son partenariat avec le MENA. Ce matin à Ouagadougou, les responsables des deux structures et leurs partenaires financiers tirent les leçons de cette première collaboration et ce, en vue d'améliorer les prestations à venir. L'UNPRB a été prudent dès le début. C'est une quantité initiale qui était beaucoup au départ. Et comme c'était une première opération, je pense que la structure a jugé nécessaire d'aller sur une petite quantité pour pouvoir répondre aux exigences. Cette première convention entre les deux parties a couvert les régions de la boucle du Moun, du centre-est et du centre-nord. Son exécution sur le terrain semble déjà porter des fruits. Le projet nous a permis aux producteurs, alors, dans un premier temps, d'avoir leur production écoulée et qui les a motivés à produire encore de plus. Il a été instruit de s'organiser de telle sorte que cette production locale, quels que soient les confins du Burkina Faso, puisse parvenir dans les écoles primaires, notamment au niveau de la cantine. Sur les 9000 tonnes qui ont été sollicitées, l'Union nationale des producteurs de riz du Burkina Faso a pu effectivement mobiliser ces 9000 tonnes au profit des cantines scolaires. Et selon Yves Dambélé, les fonds de la deuxième phase sont déjà débloqués et les conventions d'achat de vivres pour les cantines scolaires sont désormais à la charge des communes. Des chercheurs on en trouve bien au Burkina Faso. Le fruit de leur travail est à voir à Bobo-Dioulasso, où se tiennent les journées portes ouvertes du Centre national de recherche scientifique et technologique. Les résultats des travaux des chercheurs concernent non seulement les domaines agricoles et environnementaux, mais aussi les domaines de la santé et des sciences appliquées. On voit cela avec Hassan Gourabou et Moumouni Barou. Des résultats phares dans les domaines agricoles et environnemental, tels que la production de semences de variétés améliorées et l'amélioration de la productivité et la compétitivité agro-silvo-pastorale, des trouvailles dans le secteur de la santé ainsi que des sciences appliquées et des technologies, sans oublier les sciences des sociétés. Ce sont entre autres quelques acquis de la recherche scientifique pour le développement socio-économique du Burkina Faso. Nous avons péché par notre modestie, qui fait que pendant longtemps, on a laissé les autres parler à notre place. Ça a donné l'impression qu'on ne faisait rien, mais on commence à parler de nous-mêmes et on va assommer tous ceux qui pensent qu'on ne fait rien par des résultats et des résultats très sérieux qui vont permettre de transformer fondamentalement le tissu socio-économique de notre pays. Le comité d'organisation a placé le parrainage de cette deuxième édition des journées portes ouvertes sous la responsabilité du directeur général de la Sofitex pour son expérience dans le domaine du coton, fruit de la recherche. La filière coton est donc dans une dynamique de partenariat depuis pluriannuel avec donc la recherche cotonnière et cela donc se fait donc à la satisfaction des producteurs et cela est perceptible, les résultats sont perceptibles tout aussi bien en ce qui concerne l'amélioration des approches culturelles qu'en ce qui concerne également la productivité dans les parcelles. Avant la visite des stands, les différents intervenants ont eu l'occasion de magnifier le travail des chercheurs burkinabés et le ministre Al-Kassoum de les inviter à plus d'engagement pour relever les défis, car, dit-il, le CNRST va continuer d'écrire ses lettres de noblesse. À l'occasion, 50 chercheurs lauréats au CAMES 2017, dont 2 directeurs de recherche, ont reçu une marque de reconnaissance du CNRST. Parlons à présent de la protection et la promotion des droits des personnes handicapées. Le Burkina Faso se prépare à sortir un rapport sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Les membres du Conseil multisectoriel pour la protection et la promotion des personnes handicapées se sont retrouvés à Ouagadougou pour amender et valider le document provisoire. Roger Bebamba et Oumou Sissi.
Réunis ici en atelier, les membres du Conseil national multisectoriel pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, COMUD Handicap, sont appelés à valider le projet de rapport sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Ce projet de loi qui consiste à défendre les causes des handicapés a été adopté le 15 mai 2012, conformément à l'article 33 de la Convention. Le rapport que le Burkina Faso devrait présenter aux Nations Unies, parce que comme vous le savez, le Burkina Faso a pris des engagements sur le plan international, dont la convention que nous avons ratifiée sur la promotion et la protection des personnes handicapées. Donc c'est le processus qui continue. Ainsi, au cours de leurs échanges, les participants examineront les différentes stratégies pour une meilleure intégration socio-économique des personnes handicapées. Ce rapport, en tout cas, permet de donner la vision du Burkina Faso en matière de promotion et de protection du handicap. Quelles ont été les faiblesses? Qu'est-ce qui doit être renforcé? Et aussi, ça marque l'engagement du Burkina à travailler dans l'inclusion et aussi à travailler pour que les droits des personnes handicapées soient respectés à tous les niveaux. Ce projet est financé à plus de 30 millions de francs CFA par les partenaires financiers. La contribution du gouvernement burkinabé est de 17 millions de francs CFA. Au département en charge de la communication, l'on veut rendre plus visibles les résultats des CACEM, les conseils d'administration des secteurs ministériels. À ce sujet, le ministère de la Communication a élaboré un plan média et ce plan média est porté à la connaissance des directeurs de la communication et de la presse ministérielle. La formation organisée à leur intention s'est tenue le 12 octobre dernier à Ouagadougou. Jean-Eudes Bayala et Mariam Daou. Le ministère de la Communication veut plus de visibilité autour des activités menées dans les différents ministères. Et il est question ici pour le service d'information du gouvernement de présenter au directeur chargé de la communication de la presse ministérielle le plan média qui sera mis en œuvre. Un plan média qui vise à valoriser les résultats des CACEM, les conseils d'administration des secteurs ministériels. Ces CACEM-là sont une obligation administrative et souvent la communication qui en est faite en termes notamment d'attente des populations n'est pas l'élément premier. Je pense que nous devons, pour que les populations se rendent compte que les ministères travaillent effectivement pour eux, que notre orientation sur la communication des CACEM soit d'abord orientée aussi en direction des populations pour leur donner effectivement les résultats que nous avons pu opérer durant cette année et les projections de ce que nous mettrons en œuvre pour l'année prochaine. Cette rencontre va permettre de partager avec les participants les outils mis en place dans le cadre de ce plan média et de recueillir leurs propositions pour enrichir le document final. Ce serait une occasion de montrer l'opportunité de communiquer sur un CACEM. Ensuite, il s'agira essentiellement de dérouler ensemble avec les chargés à la communication des différents ministères, les DCPM notamment. Et nous allons échanger sur un peu les outils qu'il faut utiliser pour mieux rendre visibles les CACEM. Donc, il s'agira de partager ensemble certains outils, un plan média qui va consister à un ensemble d'actions et d'activités de communication. Le CACEM, le conseil d'administration du secteur ministériel, se tient 2 fois par an dans chaque ministère et vise à faire le bilan des activités menées. Actualité à l'étranger avec tout d'abord cette brève en images en Côte d'Ivoire voisine. Un avion cargo s'est écrasé ce matin dans la mer. Le crash a fait au moins 4 morts et 6 blessés. Et parmi les blessés, il y a 4 soldats français. L'avion qui appartiendrait à une compagnie moldave va convoyer du matériel pour l'armée française. Il s'est écrasé dès son décollage de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les mauvaises conditions météorologiques sont l'une des premières causes évoquées dans cet accident. Et puis la Française Audrey Azoulay est la nouvelle directrice générale de l'UNESCO. L'ancienne ministre de la Culture de François Hollande a été élue avec un score serré et au 5e tour d'une élection qui a débuté depuis le 9 octobre dernier. Elle prend la tête de l'UNESCO à un moment où cette institution a un avenir incertain à cause des difficultés financières et l'annonce du retrait des États-Unis et d'Israël.
Audrey Azoulay, élue à la tête de l'UNESCO. L'ancienne ministre de la Culture de François Hollande s'est imposée de justesse face au Qatarien Ahmad Al-Kawari ce vendredi. Elle a recueilli 30 voix du Conseil exécutif et son adversaire 28. Une élection qui doit encore être validée par la Conférence générale des États membres le 10 novembre prochain. Choisi par le Conseil. Si je suis confirmée, la première chose que je ferai sera de m'attacher à restaurer sa crédibilité, la confiance des États membres, son efficacité, afin qu'elle puisse agir parce qu'elle est la seule à pouvoir le faire de façon durable sur les enjeux qui sont ceux de notre monde. L'organisation, en proie aux difficultés économiques, a subi de nouvelles avaries avec le départ des États-Unis et d'Israël ce jeudi. Les deux pays accusent l'UNESCO d'opter pour un parti pris anti-israélien. Et puis en bref, cette bonne nouvelle pour les amateurs du football dans la ville de Kaya. La Super Coupe de la GSP aura lieu demain dimanche au stade régional de cette ville à partir de 15 h. Et dans le souci de rendre la fête populaire, le parrain de l'honorable député Rasmani Daniel Sawargo rachète le reste des tickets d'entrée. L'accès au stade est donc libre pour le choc RCK et FO pour demain. Et puis au Burkina Faso, l'événement culturel ou si vous voulez musical de ce soir, c'est la finale de l'émission Faso Académie de la RTB. Cette finale, c'est pour tout à l'heure à 21 h en direct du Sénasa, d'où nous retrouvons l'animateur Nixon qui va déjà nous planter le décor. Alors bonsoir Nixon. Voilà, si vous nous attendez, dites-nous qu'est-ce que les téléspectateurs attendent ce soir. La radiodiffusion, télévision du Burkina Faso, je pense que le décor est déjà planté. Alors ce soir, il va sans dire que tout le Burkina aura un regard sur les antennes de la télévision parce que dans quelques instants seulement, il y aura un spectacle. On ne parlera pas de compétition de musique, on parlera plutôt de spectacle parce que les 5 finalistes, nos 5 stars de ce soir vont nous envoyer, vont nous faire rêver à travers des compositions pas possibles. Il y aura des prestations d'artistes et vous le constatez, amis téléspectateurs de la RTB, le Sénasa refuse déjà le monde pour dire que le spectacle sera chaud ce soir. Mais ce qui est important, ce qui doit être retenu par tous les téléspectateurs, ceux qui ne pourront pas venir, scotchez-vous devant votre poste téléviseur parce que sous le coup de 21 h, ce sera en direct depuis cette somptueuse salle du Sénasa. Et puis, la cagnotte de 3 millions est là. Qui va remporter cette cagnotte? C'est tout à l'heure, on va le savoir. Merci Nathalie. Voilà, merci Nixon. Bonne émission à vous et bonne chance surtout à tous les finalistes de Faso Academy. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à la RTV.